Bonjour à tous et bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors, imaginez un peu la scène. Vous faites quelque chose de sincèrement adorable pour votre petite sœur, quelque chose de tellement attentionné que c'est probablement l'un des plus beaux gestes qu'on ait jamais eu pour elle, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui passez pour le méchant de l'histoire. Devant 40 personnes. Lors d'un dîner de répétition de mariage. Avec des preuves imprimées et distribuées comme dans un documentaire criminel. Parce qu'apparemment, rien ne dit mieux, j'aime ma sœur, qu'une embuscade soigneusement organisée avec des supports visuels, n'est-ce pas? Et le plus incroyable? La personne qu'elle essayait d'humilier n'avait absolument rien fait de mal. Rien du tout. Pas même de loin. Mais la paranoïa ne s'embarrasse pas vraiment des faits, n'est-ce pas? Cette histoire part tellement loin, infidélité, grossesse, test de paternité, destruction de propriété en bonne et due forme, que je serais incapable d'inventer quelque chose d'aussi fou. Alors attachez votre ceinture, prenez de quoi grignoter, parce que c'est le genre d'histoire où chaque mise à jour est encore pire que la précédente. C'est parti. Mon père a ruiné son mariage en m'accusant de vouloir lui voler sa fiancée, alors que je l'aidais simplement à lui acheter la maison de ses rêves comme cadeau de mariage. Moi, 28 ans, femme, il y a 3 mois, je me tenais dans un restaurant en regardant ma petite sœur se préparer à épouser un homme que je lui avais présenté. Aujourd'hui, je ne lui parle plus, et voici pourquoi. Ma sœur, qui a 2 ans de moins que moi, et moi avons grandi dans une famille de parents divorcés, ou plutôt dans 2 familles. Nos parents ont divorcé lorsque j'avais 12 ans et qu'elle en avait 10. 2 ans plus tard, notre mère s'est remariée avec mon beau-père, qui avait lui-même 2 filles. Au début, cette famille recomposée a été difficile à gérer, mais nous avons fini par trouver notre équilibre. Malgré tout, ma sœur et moi sommes toujours restés proches. Lors de ma dernière année d'université, j'ai effectué un stage. C'est là que j'ai rencontré Lucas, et nous sommes rapidement devenus amis. Ses parents s'étaient également séparés lorsqu'il était jeune. Je ne sais pas si c'est important pour l'histoire, mais je tenais à le mentionner. Lucas et moi ne sommes jamais sortis ensemble. Les gens pensaient toujours que cela finirait par arriver, mais nous n'avons jamais ressenti cette attirance l'un pour l'autre. Si je devais définir notre relation, je dirais qu'il était comme le grand frère que je n'ai jamais eu, même si, techniquement, il est plus jeune que moi. Il y a environ 3 ans, ma sœur a déménagé dans ma ville après avoir obtenu son diplôme. Elle avait trouvé un emploi, mais ne connaissait personne sur place. J'ai donc commencé à l'inviter aux sorties de groupe avec mes amis. C'est ainsi qu'elle a rencontré Lucas. J'ai immédiatement compris que Lucas s'intéressait à elle, car il m'a posé des questions à son sujet après leur première rencontre. Je lui ai dit qu'elle était célibataire et je l'ai encouragée à tenter sa chance. Ma sœur semblait également intéressée, puisqu'elle me demandait souvent de l'inviter à des événements où Lucas serait présent. Ils ont commencé à sortir ensemble environ 1 mois après leur rencontre. J'étais heureuse pour eux, car ils formaient un joli couple. Ils sont restés ensemble pendant 2 ans avant que Lucas ne la demande en mariage. Durant cette période, je les voyais peut-être 1 fois par mois. Lucas et moi continuions à échanger quelques messages de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Après 1 an de relation, ma sœur a emménagé chez lui. Chaque fois que nous parlions, elle semblait heureuse. Ils avaient parfois quelques disputes, mais rien de sérieux. Et lorsque je demandais à Lucas comment il allait, il semblait lui aussi heureux. L'année dernière, mon petit ami m'a trompé. Nous étions ensemble depuis environ 18 mois. Je l'ai découvert parce que quelqu'un m'a envoyé des captures d'écran de messages échangés entre lui et une autre femme. Ce fut un véritable désastre. J'ai quitté notre appartement et je suis resté chez une amie pendant 2 mois, le temps de trouver un nouveau logement. Ma sœur était au courant. Elle m'a appelé plusieurs fois pendant cette période, mais nous avons peu parlé. Elle était occupée à organiser son mariage et moi, j'essayais simplement de remettre ma vie sur les rails. Finalement, au début de cette année, j'ai acheté un petit appartement en copropriété. Le processus a été épuisant. J'ai dû négocier à plusieurs reprises avec le vendeur parce qu'il essayait constamment d'ajouter des frais et des conditions absurdes. Mon agent immobilier estimait que je m'étais très bien débrouillé. J'ai économisé environ 8 000 $ en refusant des demandes qui n'avaient aucun sens. Vous vous demandez probablement où je veux en venir. Vous allez comprendre. Lucas m'a contacté pour que nous allions prendre un café ensemble. Je ne l'avais probablement pas vu en personne depuis 4 mois. Il voulait préparer une surprise pour ma sœur. Il m'a expliqué qu'il souhaitait lui acheter une maison comme cadeau de mariage. Depuis plus d'1 an, il l'entendait parler d'un quartier bien précis. Chaque fois qu'il passait devant, elle désignait les maisons et décrivait la maison idéale dans laquelle elle rêvait de vivre. Justement, une maison venait d'être mise en vente dans ce quartier. Elle se trouvait dans le quartier de ses rêves et entrait dans son budget, mais tout juste. Lucas m'a alors expliqué que ma sœur avait encore des dettes de carte de crédit datant de ses années universitaires. L'année précédente, ils avaient tenté d'obtenir ensemble une préapprobation hypothécaire. La dette n'était pas énorme, mais suffisait pour faire grimper considérablement le taux d'intérêt. Il avait donc décidé d'acheter la maison uniquement à son nom et de lui faire la surprise après le mariage. Le problème, c'est que Lucas n'avait jamais acheté de maison auparavant. C'est là que j'intervenais avec mon immense expérience de propriétaire d'un seul bien immobilier.
Il m'a demandé de l'aider à négocier avec les vendeurs, compte tenu de la manière dont j'avais géré mon propre achat. J'ai accepté immédiatement parce que je trouvais cela magnifique pour eux deux. Au cours des 6 semaines suivantes, nous avons rencontré les vendeurs à 3 reprises. Lucas venait me chercher en voiture près de chez moi, puisque la maison se trouvait près de mon lieu de travail. Avant chaque rendez-vous, nous révisions notre stratégie. Je lui signalais ce qui me semblait étrange ou trop cher. Les vendeurs étaient un couple de retraités qui déménageaient en Floride. Ils étaient gentils, mais ils essayaient clairement de profiter du fait que Lucas était jeune. On ne peut même plus faire confiance à un adorable petit couple marié de retraités de nos jours. Je les ai surpris à tenter d'inclure dans le prix de vente des meubles qui ne valaient clairement pas ce qu'ils demandaient. J'ai également réussi à les convaincre de prendre en charge certains frais de clôture qu'ils refusaient initialement de payer. Pendant toute cette période, Lucas et moi échangions des messages au sujet de la maison, coordonnions nos emplois du temps, commentions les résultats des inspections et réglions divers détails mineurs. Nous étions tous les deux d'accord pour ne rien dire à ma sœur, puisque c'était une surprise. De plus, Lucas pensait qu'elle était déjà très stressée par les préparatifs du mariage. Il ne voulait pas non plus la décevoir si la transaction échouait, ce qui, avec le recul, aurait pu arriver à plusieurs reprises. La vente a finalement été conclue quelques semaines avant le mariage. Lucas était impatient de lui annoncer la nouvelle, mais son plan était de lui révéler tout cela pendant leur lune de miel. Le mariage était prévu quelques semaines plus tard, et j'étais la demoiselle d'honneur. Ma sœur avait également 3 demoiselles d'honneur, toutes des amies de l'université. Je ne les connaissais pas très bien, mais elles avaient l'air sympathiques. Le dîner de répétition avait lieu un vendredi soir, le mariage étant prévu le lendemain. Le repas se tenait dans un restaurant italien choisi par ma sœur. Il y avait environ 40 personnes présentes, dont les 2 familles, le cortège nuptial et quelques amis proches. Tout le monde buvait du vin et discutait, l'ambiance était agréable. J'ai porté un court toast en expliquant à quel point j'étais heureuse pour eux deux et en disant quel homme formidable était Lucas. D'autres personnes ont également pris la parole. Tout semblait parfaitement normal. Puis ma sœur s'est levée. Je pensais qu'elle allait remercier les invités d'être venus ou dire quelque chose de gentil à propos de Lucas. Mais elle a littéralement déclenché une bombe sans la moindre preuve. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré que j'étais une vipère traîtresse qui entretenait une relation secrète avec son fiancé depuis des mois. Avant même que je puisse prononcer un mot, ces 3 demoiselles d'honneur ont commencé à circuler dans la salle en distribuant des feuilles de papier. Ma sœur a demandé à tout le monde de regarder attentivement quel genre de personne j'étais. Sur ces feuilles figuraient des captures d'écran de messages échangés entre Lucas et moi. L'un disait quelque chose comme « Ne laisse pas encore ma sœur le découvrir ». Un autre « Tu es vraiment doué pour ça ». Il y avait environ 6 captures d'écran différentes, toutes sorties de leur contexte. Je sais parfaitement à quoi cela pouvait ressembler sans les explications nécessaires, mais ces phrases étaient accompagnées d'autres messages qui, eux, n'apparaissaient pas sur les feuilles distribuées. J'ai donc expliqué à tout le monde que c'était précisément le problème, ces extraits étaient sortis de leur contexte. J'ai ajouté que Lucas devait lui expliquer ce qui se passait réellement. Mais ma sœur a poursuivi son discours. Elle a déclaré qu'elle n'avait besoin d'aucune explication parce qu'elle soupçonnait Lucas depuis des semaines, puisqu'il se comportait de manière étrange. Elle a affirmé qu'un soir, elle avait suivi ma localisation et découvert que je me trouvais dans le même quartier que lui alors que je lui avais dit que je travaillais tard. Elle avait ensuite fouillé dans son téléphone et trouvé nos messages. Selon elle, nous nous rencontrions en secret et j'essayais de lui voler son fiancé parce que j'étais seule et amère depuis l'infidélité de mon ex. Je lui ai répondu qu'elle était en train de commettre une énorme erreur et que, lorsqu'elle réaliserait ce qu'elle avait fait, elle le regretterait probablement. J'ai également précisé que nous préparions simplement un cadeau surprise pour elle, rien de plus. D'ailleurs, cela ressortait clairement des messages, même si nous ne mentionnions jamais explicitement la maison. Si elle avait été capable de les lire sans adopter immédiatement le prisme de « je cherche une preuve d'infidélité », toute la partie concernant les acomptes, les prêts et le financement aurait dû lui sembler évidente. Malgré cela, elle m'a traité de lamentable excuse de femme et a déclaré qu'elle ne croirait rien de ce qui sortirait de ma bouche. Puis elle a continué à m'insulter. Elle a même prétendu que je les avais probablement présentés l'un à l'autre dans le seul but de les séparer plus tard, comme si tout cela faisait partie d'un jeu tordu que j'aurais organisé. C'est alors que Lucas s'est levé. Son visage était rouge et ses mains tremblaient. Il a demandé à ma sœur de s'asseoir et de se taire. Elle a ri et lui a répondu d'arrêter de jouer la comédie, puisque tout le monde pouvait désormais voir ce que nous faisions prétendument derrière son dos. Lucas a alors sorti son téléphone. Il a montré, ou envoyé, les captures complètes de nos conversations. Cette fois, il s'agissait de l'intégralité des échanges. Chaque message. Tout le contexte que ma sœur avait volontairement supprimé. Lucas a même lu certains messages à voix haute pour que tout le monde entende. Ce n'était probablement pas nécessaire, mais il a aussi montré les documents de clôture de la vente, avec l'adresse de la maison et son nom. Il a révélé toute la chronologie du projet. On pouvait lire des messages de ma part tels que « Ma sœur va adorer ça » ou encore « Elle va t'aimer encore plus pour ce que tu fais pour elle ». Peu à peu, les regards ont cessé de se tourner vers moi pour se fixer sur ma sœur. Et cette fois, c'est elle qui rougissait de honte.
Elle a alors laissé échapper un rire nerveux et affirmé qu'elle était simplement stressée par le mariage, qu'elle avait commis une erreur. Elle nous a assuré qu'elle était désolée et qu'elle était en réalité très enthousiaste à l'idée de la maison. Elle a tenté de toucher Lucas, mais il a repoussé son bras. Puis elle s'est tournée vers moi pour s'excuser, espérant que je comprendrais que l'organisation du mariage l'avait rendue folle. Je me suis levé et je lui ai répondu que le mot « folle » ne suffisait même pas à décrire ce qui venait de se passer. Elle m'avait humilié devant tout le monde sans la moindre raison. Et elle venait de ruiner son propre mariage parce qu'elle n'avait pas réussi à maîtriser sa paranoïa et son besoin de contrôle. Je lui ai lancé quelques autres remarques dont je ne suis pas particulièrement fier aujourd'hui, même si, sur le moment, j'estimais qu'elle méritait de les entendre. Puisque certains voudront sans doute savoir lesquels, je l'ai notamment traité de furie enragée et de marié qui a détruit son propre mariage de la manière la plus stupide imaginable. Quand je suis parti, Lucas m'a suivi une trentaine de secondes plus tard. Nous sommes restés debout devant le restaurant pendant un moment, sans parler. Finalement, il m'a annoncé que le mariage était annulé. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un capable d'agir de cette manière. Puis il est monté dans sa voiture et est parti. Moi, je suis rentré chez moi. Le lendemain, les téléphones de tout le monde explosaient sous les appels et les messages. Le mariage était officiellement annulé. Les invités avaient été prévenus de ne pas venir. Ma sœur appelait et écrivait à tout le monde pour tenter de s'expliquer. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé passer le week-end chez une amie. Je ne voulais gérer rien de tout cela. Voilà pourquoi je ne parle plus à ma sœur aujourd'hui. Il est impossible qu'elle n'ait pas lu l'intégralité de nos échanges. Le fait d'avoir supprimé uniquement les passages qui la contredisaient ressemble davantage à de la malveillance qu'à une véritable conviction qu'il y avait une infidélité. Lucas m'a expliqué qu'elle se montrait paranoïaque depuis quelque temps déjà, ce qu'il avait pris pour un simple stress lié au mariage. Mais on a atteint un niveau tel qu'il a préféré tout annuler. Je ne sais pas si Lucas a eu raison ou tort de renoncer au mariage. Mais d'une chose, je suis certaine, il n'aurait pas dû compter sur moi pour être présente le lendemain. Et pour être précise, ce lendemain, c'était aujourd'hui. Mise à jour 1. Cela fait environ 3 jours que j'évite mon téléphone. J'avais pris des congés au travail pour m'occuper du mariage de ma sœur. Maintenant, je les utilise surtout pour éviter tout contact avec elle et essayer de me reposer. Malgré cela, j'avais accumulé une bonne centaine de messages. La plupart venaient de ma sœur. Quelques-uns provenaient de ma mère et de mon beau-père, ainsi que de plusieurs membres de la famille. Les premiers messages de ma sœur étaient des excuses. Elle disait ne pas savoir comment me demander pardon pour ce qu'elle avait fait et répétait qu'elle était profondément désolée de ce qui s'était passé. Elle reconnaissait avoir commis une terrible erreur et admettait que j'avais toutes les raisons d'être en colère contre elle. Elle me suppliait de l'appeler. Comme je ne répondais pas, puisque je ne lisais même pas ses messages, elle est passée à autre chose. Elle a commencé à dire qu'elle avait besoin de mon aide pour arranger les choses avec Lucas. Puisque j'étais son amie depuis plus longtemps qu'elle et que je le connaissais mieux, j'étais la seule personne qu'il accepterait peut-être d'écouter. Je suis donc passé du rôle de brillante stratège qui avait organisé leur rencontre à celui de sa dernière carte à jouer. Après avoir terminé la lecture de cette avalanche de messages, je lui ai simplement répondu. Je ne vais pas faire confiance à quoi que ce soit qui sorte de tes doigts. La phrase aurait probablement eu plus d'impact si je la lui avais dite en face, comme elle l'avait fait avec moi lors du dîner de répétition, mais je n'ai aucune envie de la voir en personne. Les messages de ma mère allaient dans le même sens. Selon elle, ma sœur était dévastée et il n'arrivait plus à la faire manger depuis ce jour-là. Elle voulait que je lui réponde et que je l'aide par tous les moyens possibles. Je lui ai répondu que je n'allais pas aider ma sœur, qu'elle devrait plutôt lui trouver une aide adaptée, et qu'elle n'avait pas besoin de m'écrire si c'était pour parler de ce sujet. Mon beau-père, en revanche, m'a simplement demandé comment j'allais et si j'avais besoin de quelque chose. D'autres membres de la famille ont également pris de mes nouvelles sans me parler de ma sœur. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. En revanche, j'ai bloqué le numéro de ma sœur, donc je ne sais pas comment elle a réagi à ma réponse. Lucas m'a écrit à quelques reprises pour vérifier que j'allais bien. Il logeait chez un ami et essayait de comprendre quelle serait la suite pour lui. La maison n'était pas encore prête à être habitée, les propriétaires devaient encore vider leurs affaires. Il est allé récupérer quelques effets personnels dans l'appartement qu'il partageait avec ma sœur, mais il s'est retrouvé face à une véritable bombe émotionnelle, elle pleurait, le suppliait et ne voulait parler que de leur relation. Environ 2 semaines après le dîner de répétition, ma mère et mon beau-père sont revenus en ville, ou peut-être n'étaient-ils jamais repartis, je ne sais pas vraiment, et ils se sont présentés à mon appartement. Au départ, je ne voulais pas leur ouvrir. Ma mère a alors déclaré qu'ils attendraient dans le couloir jusqu'à ce que je change d'avis. Finalement, je les ai laissés entrer, principalement à cause de mon beau-père, qui avait été le plus raisonnable des deux jusque-là. À peine assise sur le canapé, ma mère a éclaté en sanglots. Elle m'a expliqué que ma sœur dormait chez une amie parce qu'elle ne supportait plus de rester dans l'appartement qu'elle partageait avec Lucas. Elle était dépressive et s'absentait du travail plus souvent que son employeur ne pouvait l'accepter. Elle avait déjà posé des congés pour la lune de miel et aurait dû être revenue à plein temps depuis longtemps. Ma mère avait élaboré tout un plan. Selon elle, je devais aller parler à Lucas. Comme il accepterait sûrement de me parler,
Je pourrais lui expliquer qu'annuler un mariage pour cette raison était une réaction excessive. Puis je lui montrerai que j'avais pardonné à ma sœur, et tout rentrerait dans l'ordre. Ma réponse s'est résumée à 2 points. Premièrement, je n'allais pas pardonner à ma sœur parce que je ne me souciais plus d'elle. On ne sort pas volontairement des choses de leur contexte avant d'organiser une humiliation publique devant tout le monde. Deuxièmement, ce que Lucas décidait de faire ne me regardait pas. C'était un problème entre lui et ma sœur, et je n'avais aucune intention de m'en mêler. J'avais déjà essayé de m'impliquer lorsque je voulais faire quelque chose de gentil pour elle. Et nous connaissions tous le résultat. Mon beau-père jouait davantage le rôle de médiateur que celui de défenseur de ma mère. Il lui faisait remarquer lorsqu'elle dépassait les bornes. Il servait aussi de traducteur lorsque ses pleurs l'empêchaient de s'exprimer clairement. Même s'il faisait un travail plutôt médiocre. La moitié de ce qu'il répétait au nom de ma mère n'avait aucun sens. Soit parce qu'elle pleurait trop, soit parce qu'elle me demandait quelque chose de totalement absurde. Ma mère a également rappelé à quel point ma sœur m'avait soutenu lorsque mon ex m'avait trompé. Selon elle, c'était maintenant à mon tour d'être une bonne sœur et de lui rendre l'appareil. Mais ma sœur ne m'avait pas soutenu comme il le prétendait. À cette époque, elle était déjà complètement absorbée par sa relation avec Lucas et très occupée par sa propre vie. Je ne lui en avais jamais voulu pour cela. Mais je n'allais certainement pas laisser quelqu'un réécrire l'histoire pour transformer la réalité en quelque chose qu'elle n'était pas. Ma mère a protesté en affirmant que ce n'était pas juste et que ma sœur avait elle aussi sa propre vie à gérer. Cela me convenait parfaitement. C'est justement pour cette raison que j'ai aujourd'hui ma propre vie à gérer, et que ces problèmes ne m'intéressent plus. Nous nous sommes disputés pendant environ 15 minutes. La seule chose que nous ayons réellement accomplie, et tout le mérite en revient à ma mère, a été de mouiller tout ce qui se trouvait autour d'elle avec ses larmes. Mon beau-père a finalement proposé de mettre fin à la discussion lorsqu'il a compris que nous n'arriverions à rien. Il commençait même à reconnaître que mon point de vue se défendait, puisqu'il répétait à ma mère que Hope ne pouvait pas s'immiscer dans les problèmes d'un couple. Quelques jours plus tard, Lucas m'a appelé. Nous sommes toujours amis, alors j'ai accepté de le rencontrer pour discuter. Il n'allait pas bien, mais il voulait me raconter certaines choses. Nous avons alors reparlé de ce qui s'était passé lors du dîner de répétition. Cela fait environ 3 jours que j'évite mon téléphone. J'avais pris des congés au travail pour m'occuper du mariage de ma sœur. Maintenant, je les utilise surtout pour éviter tout contact avec elle et essayer de me reposer. Malgré cela, j'avais accumulé une bonne centaine de messages. La plupart venaient de ma sœur. Quelques-uns provenaient de ma mère et de mon beau-père, ainsi que de plusieurs membres de la famille. Les premiers messages de ma sœur étaient des excuses. Elle disait ne pas savoir comment me demander pardon pour ce qu'elle avait fait et répétait qu'elle était profondément désolée de ce qui s'était passé. Elle reconnaissait avoir commis une terrible erreur et admettait que j'avais toutes les raisons d'être en colère contre elle. Elle me suppliait de l'appeler. Comme je ne répondais pas, puisque je ne lisais même pas ses messages, elle est passée à autre chose. Elle a commencé à dire qu'elle avait besoin de mon aide pour arranger les choses avec Lucas. Puisque j'étais son ami depuis plus longtemps qu'elle et que je le connaissais mieux, j'étais la seule personne qu'il accepterait peut-être d'écouter. Je suis donc passé du rôle de brillante stratège qui avait organisé leur rencontre à celui de sa dernière carte à jouer. Après avoir terminé la lecture de cette avalanche de messages, je lui ai simplement répondu « Je ne vais pas faire confiance à quoi que ce soit qui sorte de tes doigts ». La phrase aurait probablement eu plus d'impact si je la lui avais dite en face, comme elle l'avait fait avec moi lors du dîner de répétition, mais je n'ai aucune envie de la voir en personne. Les messages de ma mère allaient dans le même sens. Selon elle, ma sœur était dévastée et il n'arrivait plus à la faire manger depuis ce jour-là. Elle voulait que je lui réponde et que je l'aide par tous les moyens possibles. Je lui ai répondu que je n'allais pas aider ma sœur, qu'elle devrait plutôt lui trouver une aide adaptée, et qu'elle n'avait pas besoin de m'écrire si c'était pour parler de ce sujet. Mon beau-père, en revanche, m'a simplement demandé comment j'allais et si j'avais besoin de quelque chose. D'autres membres de la famille ont également pris de mes nouvelles sans me parler de ma sœur. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. En revanche, j'ai bloqué le numéro de ma sœur, donc je ne sais pas comment elle a réagi à ma réponse. Lucas m'a écrit à quelques reprises pour vérifier que j'allais bien. Il logeait chez un ami et essayait de comprendre quelle serait la suite pour lui. La maison n'était pas encore prête à être habitée, les propriétaires devaient encore vider leurs affaires. Il est allé récupérer quelques effets personnels dans l'appartement qu'il partageait avec ma sœur, mais il s'est retrouvé face à une véritable bombe émotionnelle, elle pleurait, le suppliait et ne voulait parler que de leur relation. Environ 2 semaines après le dîner de répétition, ma mère et mon beau-père sont revenus en ville, ou peut-être n'étaient-ils jamais repartis, je ne sais pas vraiment, et ils se sont présentés à mon appartement. Au départ, je ne voulais pas leur ouvrir. Ma mère a alors déclaré qu'ils attendraient dans le couloir jusqu'à ce que je change d'avis. Finalement, je les ai laissés entrer, principalement à cause de mon beau-père, qui avait été le plus raisonnable des deux jusque-là. À peine assise sur le canapé, ma mère a éclaté en sanglots. Elle m'a expliqué que ma sœur dormait chez une amie parce qu'elle ne supportait plus de rester dans l'appartement qu'elle partageait avec Lucas. Elle était dépressive et s'absentait du travail plus souvent que son employeur ne pouvait l'accepter. Elle avait déjà posé des congés pour la lune de miel et aurait dû être revenue à plein temps depuis longtemps. Ma mère avait élaboré tout un plan. Selon elle, je devais aller parler à Lucas.
Comme il accepterait sûrement de me parler, je pourrais lui expliquer qu'annuler un mariage pour cette raison était une réaction excessive. Puis je lui montrerai que j'avais pardonné à ma sœur, et tout rentrerait dans l'ordre. Ma réponse s'est résumée à 2 points. Premièrement, je n'allais pas pardonner à ma sœur parce que je ne me souciais plus d'elle. On ne sort pas volontairement des choses de leur contexte avant d'organiser une humiliation publique devant tout le monde. Deuxièmement, ce que Lucas décidait de faire ne me regardait pas. C'était un problème entre lui et ma sœur, et je n'avais aucune intention de m'en mêler. J'avais déjà essayé de m'impliquer lorsque je voulais faire quelque chose de gentil pour elle. Et nous connaissions tous le résultat. Mon beau-père jouait davantage le rôle de médiateur que celui de défenseur de ma mère. Il lui faisait remarquer lorsqu'elle dépassait les bornes. Il servait aussi de traducteur lorsque ses pleurs l'empêchaient de s'exprimer clairement. Même s'il faisait un travail plutôt médiocre. La moitié de ce qu'il répétait au nom de ma mère n'avait aucun sens. Soit parce qu'elle pleurait trop, soit parce qu'elle me demandait quelque chose de totalement absurde. Ma mère a également rappelé à quel point ma sœur m'avait soutenu lorsque mon ex m'avait trompé. Selon elle, c'était maintenant à mon tour d'être une bonne sœur et de lui rendre l'appareil. Mais ma sœur ne m'avait pas soutenu comme il le prétendait. À cette époque, elle était déjà complètement absorbée par sa relation avec Lucas et très occupée par sa propre vie. Je ne lui en avais jamais voulu pour cela. Mais je n'allais certainement pas laisser quelqu'un réécrire l'histoire pour transformer la réalité en quelque chose qu'elle n'était pas. Ma mère a protesté en affirmant que ce n'était pas juste et que ma sœur avait elle aussi sa propre vie à gérer. Cela me convenait parfaitement. C'est justement pour cette raison que j'ai aujourd'hui ma propre vie à gérer, et que ces problèmes ne m'intéressent plus. Nous nous sommes disputés pendant environ 15 minutes. La seule chose que nous ayons réellement accomplie, et tout le mérite en revient à ma mère, a été de mouiller tout ce qui se trouvait autour d'elle avec ses larmes. Mon beau-père a finalement proposé de mettre fin à la discussion lorsqu'il a compris que nous n'arriverions à rien. Il commençait même à reconnaître que mon point de vue se défendait, puisqu'il répétait à ma mère que Hope ne pouvait pas s'immiscer dans les problèmes d'un couple. Quelques jours plus tard, Lucas m'a appelé. Nous sommes toujours amis, alors j'ai accepté de le rencontrer pour discuter. Il n'allait pas bien, mais il voulait me raconter certaines choses. Nous avons alors reparlé de ce qui s'était passé lors du dîner de répétition. Il n'arrivait pas à arrêter d'y penser. Lucas ne cessait de repasser dans sa tête la façon dont ma sœur s'était comportée et tous les signes qu'il avait ignorés. Il m'a confié que ma sœur avait toujours eu un tempérament très contrôlant. Au début de leur relation, elle n'aimait pas qu'il ait des amis. Elle se mettait en colère dès qu'il mentionnait une conversation avec une collègue de travail. Après quelques mois, il a simplement cessé d'en parler afin d'éviter les disputes. Je pense qu'elle tolérait mon amitié avec lui uniquement parce qu'avec le temps nous nous étions un peu éloignés. Sinon, il est fort probable qu'elle aurait organisé une scène semblable à celle du dîner de répétition, mais beaucoup plus tôt. Elle vérifiait régulièrement son téléphone et l'interrogeait à propos de messages parfaitement innocents. Une fois, elle l'a accusé de flirter avec une barista simplement parce qu'il avait souri en commandant son café. Jusqu'à ce moment-là, j'ignorais qu'il fallait faire la tête pour commander un café. Lucas a également ajouté qu'environ 1 an après le début de leur relation, ma sœur l'avait convaincu de déménager dans un autre quartier de la ville. Officiellement, cela devait être mieux pour eux deux. Mais il s'est ensuite rendu compte que cela l'éloignait davantage de ses amis et de son lieu de travail. Il a commencé à voir ses amis de moins en moins souvent parce que ma sœur lui reprochait constamment de les choisir plutôt qu'elle. Elle surveillait également ses réseaux sociaux et l'interrogeait sur chaque femme qu'il ajoutait à sa liste de contacts. Finalement, il a supprimé tous ses comptes parce qu'aucune dispute ne valait la peine d'être menée. Selon ma sœur, s'il l'aimait réellement, il n'avait pas besoin d'avoir des amis ni de suivre des femmes sur Internet. À l'époque, il avait accepté cette logique parce qu'il voulait simplement la rendre heureuse. Pourtant, ces femmes étaient des amis ou des connaissances qu'il fréquentait avant même de rencontrer ma sœur. Ce n'étaient pas des conquêtes ou quoi que ce soit d'autre que ma sœur semblait imaginer. Je lui ai demandé pourquoi il était resté si longtemps si la situation était aussi mauvaise. Sa réponse a été qu'il n'avait jamais vraiment pris conscience de l'ensemble de ses problèmes avant que les choses n'atteignent un niveau aussi extrême. Il y avait aussi de bons moments. Et lorsque tout allait bien entre eux, tout allait vraiment très bien. De plus, chaque fois qu'ils se disputaient, il se sentait coupable à l'idée de partir parce que ma sœur se mettait à pleurer et répétait qu'elle ne pourrait pas vivre sans lui. Lucas a reconnu qu'il ressentait aujourd'hui un certain soulagement que le mariage n'ait jamais eu lieu. C'était comme si quelque chose, au fond de lui disait depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. Mais il a fallu le choc du dîner de répétition pour qu'il ouvre enfin les yeux et fasse ce qu'il devait faire. Il s'est également excusé auprès de moi, comme il l'a fait auprès d'autres personnes, parce qu'il estime avoir pu blesser certains proches en restant avec ma sœur plus longtemps qu'il n'aurait dû. Nous avons parlé pendant près de 2 heures. Puis Lucas m'a raconté autre chose. Après le dîner de répétition, l'une des demoiselles d'honneur est venue lui parler. Elle lui a expliqué qu'au cours de la dernière année, ma sœur s'était progressivement éloignée de ses amis de l'université. Elle était devenue obsédée par l'idée que Lucas la trompait. Elle passait des heures à analyser ses réseaux sociaux avant qu'il ne les supprime. Elle était même allée jusqu'à engager quelqu'un pour le suivre pendant une journée afin de découvrir où il allait après le travail. Elle surveillait également avec une précision obsessionnelle les heures d'entrée et de sortie de leur appartement grâce à une application.
Elle cherchait constamment des changements dans ses habitudes et tentait d'identifier le moindre schéma suspect. Cette demoiselle d'honneur n'avait jamais parlé de tout cela auparavant parce qu'elle ne voulait pas gâcher le mariage. Mais maintenant que le mariage était déjà annulé, elle pensait que Lucas avait le droit de connaître toute la vérité. Quant à la maison qu'il avait achetée, heureusement uniquement à son nom, elle sera bientôt prête à être habitée. Cependant, après tout ce qui s'est passé, il est probable qu'il décide de la revendre et d'accepter les pertes éventuelles, s'il y en a. D'accord, faisons une pause ici un instant. Parce que Lucas vient de décrire une relation qu'il étouffait lentement, et pourtant il est resté. Pendant des années. Il a supprimé ses réseaux sociaux, déménagé plus loin de ses amis, cessé de parler des femmes avec qui il travaillait, commencé à marcher sur des œufs dans sa propre vie, et quelque part au milieu de tout ça, il s'est convaincu que c'était simplement de l'amour. Que c'était simplement à ça que ressemblaient les relations. Et c'est sincèrement difficile à entendre, parce que combien de personnes font exactement la même chose en ce moment? À force de se faire discrète. De se rapetisser. D'essayer de rentrer dans les limites imposées par les peurs de quelqu'un d'autre. En appelant cela un compromis. En appelant cela de la dévotion. Sans réaliser ce qui se passe jusqu'à ce qu'un événement spectaculaire vienne enfin arracher le rideau. L'autre chose qui me pèse, c'est la demoiselle d'honneur. Elle savait. Elle a vu son ami sombrer dans l'obsession, engager quelqu'un pour suivre Lucas, surveiller chacun de ses déplacements, et elle n'a rien dit parce qu'elle ne voulait pas gâcher le mariage. Mais le mariage a fini par être gâché quand même. C'est toujours ce qui arrive. Et la sœur de Hope, qui pleure, qui ne mange plus, qui s'effondre complètement, oui, je ressens de la compassion pour elle. Vraiment. Mais voici la vérité inconfortable, elle ne s'effondre pas parce qu'elle a perdu l'amour. Elle s'effondre parce qu'elle a perdu le contrôle. Et ces deux choses se ressemblent tellement lorsqu'on les vit de l'intérieur que c'est peut-être l'aspect le plus triste de toute cette histoire. Parfois, la personne qui réduit tout en cendres croit sincèrement qu'elle essayait simplement de s'accrocher. C'est cette partie-là qui devrait tous nous mettre un peu mal à l'aise. Maintenant, revenons à l'auteur du post. Mise à jour 2. Il y a environ 3 semaines, ma mère m'a appelé depuis un autre numéro parce que j'avais fini par bloquer le sien. Elle a commencé à me dire qu'elle avait des nouvelles de ma sœur et que, selon elle, je devais absolument les entendre. Je lui ai répondu du tac au tac que cela ne m'intéressait pas. Juste avant que je raccroche, elle a lâché que ma sœur était enceinte. 1 heure plus tard, ils avaient probablement discuté ensemble après mon appel, mon beau-père m'a appelé à son tour. D'après lui, ma sœur était enceinte de 8 semaines et elle avait des preuves pour le démontrer. Elle serait tombée enceinte juste avant la date prévue du mariage. Pour ma mère, et c'était précisément la raison de son appel, Lucas devait assumer son rôle de père et moi, je devais l'aider à faire en sorte que cela arrive. Je l'ai remercié pour l'information, mais mon beau-père ignorait visiblement que le numéro qu'il utilisait n'était pas encore bloqué. Puis ma mère et ma sœur se sont présentées devant mon appartement. Ma mère avait probablement échappé à la vigilance de mon beau-père. Elle m'attendait à l'extérieur lorsque je suis rentré du travail. Malheureusement, j'avais déjà garé ma voiture lorsqu'elles m'ont aperçu, et elles m'ont reconnu avant que je puisse repartir. Si ma vue avait été meilleure, j'aurais probablement continué à rouler. Ma sœur avait pris du poids et son visage semblait gonflé. Elle tenait également plusieurs documents dans les mains. Elle a tenté de me prendre dans ses bras, mais je me suis écarté, ce qui a failli la faire trébucher. Ma mère m'a demandé de faire attention parce qu'elle était enceinte. Je lui ai répondu que, la prochaine fois, elle devrait éviter de sortir ma sœur sans laisse. Les papiers qu'elle tenait étaient des clichés d'échographie. Il y avait aussi des résultats d'analyse confirmant la grossesse. Elle insistait sur le fait que le bébé était celui de Lucas et qu'il devait être mis au courant. Elle avait essayé de le contacter à partir de différents numéros, mais il bloquait systématiquement chaque nouveau numéro dès qu'il comprenait qu'il s'agissait d'elle. Je lui ai demandé pourquoi elle ne lui avait pas annoncé sa grossesse dès le premier message. Elle m'a répondu qu'elle avait essayé, mais qu'il l'avait bloqué avant qu'elle puisse le faire. Sacré malin. Il devait sûrement penser qu'il s'agissait d'une nouvelle tentative de manipulation. Je lui ai alors demandé pourquoi elle ne lui avait pas envoyé un message accompagné des preuves par courriel ou via les réseaux sociaux. Elle avait oublié qu'il avait supprimé ses réseaux sociaux et elle ne connaissait pas son adresse électronique. Toute cette conversation se déroulait dans la rue, à côté de ma voiture. Elle voulait que je contacte Lucas à sa place. Je lui ai répondu non. Si elle voulait lui annoncer sa grossesse, elle trouverait bien un moyen de le joindre elle-même. Elle a continué à insister, mais je suis simplement rentré chez moi. J'étais un peu inquiète pour ma voiture, mais heureusement elle était assurée. Si j'avais tenté de repartir immédiatement, ma sœur aurait peut-être été capable de se jeter devant le véhicule pour ensuite porter plainte contre moi ou inventer quelque chose du même genre. Finalement, elles sont parties, du moins d'après ce que j'ai pu voir depuis ma fenêtre. Cette nuit-là, j'ai déplacé ma voiture par précaution. J'ai réfléchi à toute cette histoire pendant une journée entière. Puis j'ai finalement écrit à Lucas. Je ne le faisais pas pour aider ma sœur. Je pensais simplement qu'il valait mieux qu'il soit au courant de la grossesse. Il m'a appelé immédiatement, complètement paniqué. C'était une chose d'entendre ma sœur lui annoncer qu'elle était enceinte. C'en était une autre d'apprendre la même information de la bouche d'une personne en qui il avait confiance.
Il ne voulait pas être le genre de père absent. Son propre père était parti lorsqu'il était enfant, et il s'était toujours juré de ne jamais reproduire cela. Lucas m'a expliqué qu'il contacterait ma sœur, mais qu'il devait d'abord vérifier que tout était vrai. Si l'enfant était bien le sien, il assumerait ses responsabilités financières. En revanche, il ne souhaitait pas reprendre leur relation. Il chercherait plutôt à mettre en place un accord de garde adapté. Environ une semaine plus tard, Lucas m'a rappelé. Il avait parlé avec ma sœur. Elle voulait qu'ils se remettent ensemble. Selon elle, ils pouvaient élever l'enfant ensemble même sans se marier. Elle lui avait assuré qu'elle avait changé et qu'elle suivait désormais une aide psychologique. Peu après, j'ai reçu un message d'une personne que je ne connaissais pas. Elle s'appelait Cathy. C'était une collègue et ancienne amie de ma sœur. Elle cherchait à joindre Lucas, mais ne parvenait pas à le retrouver sur les réseaux sociaux. Elle avait quelque chose d'important à lui révéler au sujet de ma sœur et du bébé. Elle avait trouvé mon compte Instagram et vu que j'étais amie avec Lucas. Elle connaissait ma sœur depuis environ 2 ans. Elles avaient même été assez proches jusqu'à récemment. Cathy m'a expliqué qu'environ 1 an auparavant, ma sœur avait commencé à parler sans cesse d'un collègue nommé Kevin. Elle le mentionnait constamment. Elle disait qu'il était drôle, intelligent et très séduisant. Puis ma sœur a commencé à organiser de plus en plus souvent des prétendues soirées entre filles. Elle disait à Lucas qu'elle passait la soirée avec Cathy et d'autres collègues. Mais selon Cathy, la plupart du temps, elle n'était pas avec elle du tout. Cathy a fini par la confronter directement. Ma sœur l'a très mal pris et a immédiatement mis fin à leur amitié. Avant cela, elle l'avait même menacée. Si Cathy répandait ces rumeurs, elle promettait de la discréditer au travail et de lui faire perdre son emploi. Apparemment, Kevin était le supérieur hiérarchique des 2 femmes. Finalement, ma sœur a été licenciée il y a quelques semaines et Kevin a été muté ailleurs. C'est à partir de ce moment-là que Cathy a essayé de contacter Lucas. Comme elle n'y parvenait pas, elle s'est tournée vers moi. Elle voulait le faire depuis longtemps, mais elle travaillait dans le pays avec un visa professionnel, et le licenciement de ma sœur pouvait avoir des conséquences compliquées pour elle. Maintenant qu'elle se sentait en sécurité, elle voulait que quelqu'un connaisse la vérité. Elle avait également appris que ma sœur était enceinte et avait immédiatement pensé à la même chose que tout le monde. Je lui ai transmis le numéro de Lucas et lui ai demandé de l'appeler directement. Après avoir parlé avec Cathy, Lucas m'a appelé. Cependant, cette révélation ne changeait pas vraiment ses projets. Puisqu'il savait désormais que ma sœur était enceinte, il était toujours prêt à assumer ses responsabilités si un test de paternité confirmait qu'il était le père. Même si, entre nous, nous avons tous une petite idée de ce que les résultats risquent de révéler. Il a déjà mis la maison en vente, car il ne pourra probablement pas supporter les mensualités du prêt immobilier s'il doit également subvenir aux besoins d'un enfant. De plus, il ne souhaite plus vivre dans cette maison. Cependant, il n'est pas particulièrement pressé non plus. Il écoute simplement les offres. Si la bonne proposition se présente, il vendra. Sinon, il est prêt à attendre. De toute façon, il n'a pas vraiment le choix. Une maison de ce type, dans un quartier pareil et dans le contexte économique actuel, ne recevra probablement pas beaucoup d'offres au-dessus du prix du marché, si elle en reçoit tout simplement. Mise à jour 3. J'ai plusieurs choses à raconter. Même si plusieurs mois se sont écoulés depuis ma dernière publication, la grande majorité des événements se sont produits récemment. Plus précisément, après la naissance de ma nièce. Oui, c'est une petite fille, au cas où certains se poseraient la question. Lucas a finalement effectué le test de paternité. Cela a pris quelques semaines parce que ma sœur a d'abord refusé. Elle trouvait insultant qu'il ne lui fasse pas confiance. Lucas a été très clair, si elle refusait le test, il saisirait la justice, et un juge l'ordonnerait de toute façon. Finalement, elle a accepté. Les résultats sont arrivés il y a 3 semaines. Tout ce qui suit s'est déroulé durant cette période. Le bébé n'est pas celui de Lucas. C'est probablement la partie la plus calme de cette mise à jour. Et aussi la plus prévisible. Lorsque Lucas a reçu les résultats, il m'a appelé. On entendait clairement dans sa voix qu'il était soulagé. Même s'il reconnaissait que cela pouvait sembler horrible à dire, il était heureux que l'enfant ne soit pas le sien. Parce qu'un enfant l'aurait lié à ma sœur pour le reste de sa vie. Apparemment, ma sœur a complètement craqué lorsque les résultats sont tombés. Elle a fini par admettre qu'elle entretenait une relation avec Kevin, son collègue de travail. Elle ne savait pas réellement qui était le père. Mais elle espérait que ce soit Lucas, parce que Kevin ne voulait rien avoir à faire avec la grossesse dès qu'il en a été informé. Je connais ces détails parce que mon beau-père m'a appelé quelques jours plus tard. Et ce n'était même pas la seule nouvelle qu'il avait à m'annoncer. Il m'a révélé qu'il divorçait de ma mère. Ma sœur vivait chez eux depuis quelques mois déjà, avant même la naissance de sa fille. Mais après les aveux de ma sœur, ma mère a pris sa défense de manière inconditionnelle. Et lui a simplement déclaré « j'en ai assez ». Il ne m'a pas donné beaucoup de détails. Il m'a surtout appelé pour m'annoncer son divorce. Mais il m'a précisé que j'étais libre de continuer à le contacter et que, malgré tout, nous pouvions rester une famille. Le reste des informations, je les ai obtenues en lui posant quelques questions. Mais il était évident qu'il n'avait pas envie d'en parler davantage. J'ai accepté sa proposition de rester proche. Même si ma sœur est ma sœur biologique,
Je me suis énormément rapproché de ces filles au fil des années. Lucas n'a toujours pas vendu la maison. Mais ce n'est pas faute d'essayer. Il n'a simplement reçu aucune offre. Il a même baissé le prix afin de pouvoir tourner la page plus rapidement. Mais l'économie du pays, et surtout celle du quartier, est pratiquement à l'arrêt. Malgré cela, il va s'y installer temporairement. Il y vit pendant qu'elle est en vente et qu'il cherche autre chose. Quitte à payer les mensualités, autant profiter de la maison plutôt que de payer un loyer ailleurs. C'est une magnifique propriété. C'est vraiment dommage qu'il la vende. Je l'achèterais moi-même si elle était dans mon budget et si je n'avais pas déjà acheté mon appartement. Et aussi si elle n'était pas liée à ma sœur. Pas à cause de son souvenir. À cause de ce qui s'est passé ensuite. J'ai parlé avec Lucas hier. Ma sœur a attaqué la maison à coups de pierre. Elle les avait apportés dans un seau, comme on peut le voir sur les caméras de surveillance des voisins. Je ne sais pas si elle s'était assurée que Lucas n'était pas là ou si elle s'en moquait complètement. Mais il a eu de la chance de ne pas être présent lorsqu'elle a brisé les vitres. Certaines pierres étaient aussi grosses qu'une main. On ne voit pas précisément le moment de l'attaque. Aucune caméra n'était orientée directement vers la maison à cet instant. En revanche, on la voit passer devant la même caméra un peu plus tard sans le seau, qu'elle a laissé sur les lieux. S'ils recherchent des empreintes, ils auront probablement largement assez d'éléments pour prouver à 110% que c'était elle. Lucas a porté plainte contre elle et prévoit également une action en justice. Au moment où il m'a appelé, elle avait déjà été entendue par la police. Mais, selon l'avocat de Lucas, elle serait probablement relâchée quelques heures plus tard. Cela ne signifie pas qu'elle échappera à un procès. Simplement que, compte tenu des accusations actuelles, elle n'est pas considérée comme dangereuse et ne risque pour l'instant qu'une poursuite pour dégradation de biens privés. À moins qu'elle ne recommence et que d'autres accusations viennent s'ajouter. Quant à moi, je n'ai pas l'intention de rencontrer le bébé de ma sœur. Cela peut paraître cruel. Mais je ne peux pas avoir ma sœur dans ma vie. Et ce bébé fait partie de la sienne. Mise à jour 4. Je vous apporte davantage une mise à jour concernant Lucas qu'une mise à jour me concernant directement. Mais cela fait partie de l'histoire, alors je pense que cela intéressera tout le monde. Grâce à son action en justice, Lucas a obtenu que ma sœur rembourse l'intégralité des dégâts et des pertes. Elle a également dû verser une indemnisation supplémentaire parce que la maison était en vente et qu'elle a dû être retirée du marché pendant la durée des réparations. Un marché qui n'était déjà pas très actif, certes, mais un marché quand même. Certaines pièces de valeur présentes dans la maison ont dû être remplacées, en plus des fenêtres. Plusieurs murs ont également dû être repeints parce que les pierres avaient laissé des marques. Ironiquement, la maison est aujourd'hui en meilleur état qu'avant. Elle est désormais de nouveau sur le marché. Une offre a été reçue. Lucas réfléchit encore à l'accepter. Le montant est inférieur au prix qu'il avait payé, mais pas de beaucoup compte tenu des nouvelles réparations. Après remboursement du prêt immobilier à la banque, il perdrait environ 25 000 $. Mon conseil a été simple. Accepte l'offre et tourne la page. Cela lui permettrait même de repartir de zéro dans une autre ville. De reconstruire complètement sa vie. Ma sœur, quant à elle, a été condamnée à des travaux d'intérêt général et à une période de probation. Elle a également fait l'objet d'une ordonnance restrictive. Cette décision n'est pas uniquement liée à l'attaque contre la maison. L'une des pierres portait un message de sa part affirmant que, si elle ne pouvait pas avoir Lucas ou la maison, alors lui non plus ne garderait pas la maison de ses rêves. La seule raison pour laquelle elle respecte aujourd'hui cette ordonnance restrictive est qu'elle est sous probation. Si elle la violait, même simplement pour lui demander un verre d'eau, elle risquerait immédiatement d'être incarcérée pour purger une peine de 18 mois. Cela donne à Lucas une raison supplémentaire de vendre la maison et de quitter définitivement cet endroit. Ma mère a divorcé pendant cette période. Mon beau-père fait toujours partie de ma vie et me donne parfois de ses nouvelles, mais très peu concernant ma mère. Il agit ainsi parce qu'il n'a pas envie de parler d'elle, et parce que, de mon côté, je n'ai pas particulièrement envie d'en savoir davantage non plus. Je souhaite simplement qu'elle reste bloquée sur tous mes moyens de contact et qu'elle cesse définitivement de se présenter chez moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Malheureusement pour vous tous, je ne sais pas ce qu'est devenu le véritable père du bébé de ma sœur. Même Lucas ne veut pas le savoir. Édition, Lucas a accepté l'offre d'achat. En réalité, il envisageait déjà de déménager avant même que je lui suggère cette idée. Ma sœur n'est pas le genre de personne qui respectera une ordonnance restrictive signée à plus de conséquences une fois sa période de probation terminée. Alors, ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Écoutez, j'ai de la peine pour Hope, sincèrement. Elle n'a absolument rien fait de mal. Pas une seule chose. Elle a simplement aidé son futur beau-frère à acheter à sa sœur la maison de ses rêves comme surprise de mariage. C'est tout. Voilà l'intégralité du crime qu'elle a commis. Et sa sœur, au lieu de simplement, je ne sais pas, demander discrètement à Lucas ce qui se passait, a décidé de se transformer en procureur lors d'un dîner public devant 40 personnes. Avec des captures d'écran imprimées. Distribuées par les demoiselles d'honneur comme s'il s'agissait d'un journal scolaire. Ce n'est plus de la jalousie. C'est carrément une opération organisée. Et ce qui me frappe le plus, c'est que Hope l'a prévenu sur le moment. Elle lui a littéralement dit, tu es en train de faire une énorme erreur et tu vas le regretter.
Elle avait raison sur les 2 points. Et personne ne l'a écouté. Puis, à mesure que l'histoire se déroule, on découvre que ce n'était pas simplement un épisode de paranoïa isolé. Lucas a révélé que ce comportement contrôlant durait depuis des années. L'isoler de ses amis. L'interroger sur ses collègues de travail. Engager quelqu'un pour le suivre. Ce n'est pas le comportement d'une future mariée stressée. C'est un schéma de comportement. Et honnêtement, le fait que Lucas soit resté aussi longtemps, qu'il se soit rendu de plus en plus discret pour préserver la paix, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font dans leurs relations. Et c'est déchirant. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte avant qu'un événement majeur ne nous oblige à ouvrir les yeux. Concernant la situation de la sœur à la fin, un bébé, plus de relations amoureuses, plus de travail, une accusation pour dégradation de biens et une ordonnance restrictive, je ne prends aucun plaisir à voir la vie de quelqu'un s'effondrer. Mais ce sont des choix qu'elle a faits. À chaque étape du chemin. Quant au fait que Hope ne souhaite pas rencontrer le bébé, je le comprends. On ne peut pas entretenir une relation avec l'enfant de quelqu'un lorsque cette personne est véritablement toxique pour notre propre vie. La leçon à retenir? La paranoïa, si on la laisse prendre le contrôle, détruit toutes les bonnes choses qui nous entourent. Lucas a failli perdre le plus beau cadeau qu'on lui ait jamais offert. La sœur, elle, a réellement tout perdu. Et Hope, qui voulait simplement faire quelque chose de gentil, a payé le prix de sa confiance dans l'idée que l'amour devrait suffire. Parfois, ce n'est pas le cas. Alors, mes amis, qu'en pensez-vous? Dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir accompagné aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine histoire.